Finis bonjour. Jean-Claude Leroy, bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique. Nous, à quelques jours d'un Nomination Day, dans le numéro 10, nous ne connaissons... Enfin, personnellement, je connais une candidate, c'est Nina Ramdani. Nina Ramdani de l'Union Maurice. Donc, comment Finis se trouve un peu cette situation-là politique pour le moment? Ça me fait rire un peu dans la mesure où je ne crois pas personnellement que cette élection partielle aura lieu au numéro 10, bien que le Writ of Election a été publié et que le Nomination Day forcément est connu et que l'Union Maurice a présenté un candidat. Jusqu'à l'heure, on ne nous a pas dit quel sera le candidat du MSM, sauf que les rumeurs veulent que ce sera peut-être Vikram Dayal, celui qui a provoqué justement l'élection partielle, d'avoir été botté hors du cabinet ministériel par le Premier ministre lui-même et que lui-même a soumis sa démission par la suite. Ça relève du gadget extraordinaire ce qui s'est passé et d'un total mépris pour l'électorat du numéro 10 et partant pour la population mauricienne d'une manière générale. Si vraiment cette élection va avoir lieu, combien de temps cet élu va siéger à l'Assemblée nationale? Moins d'un mois, grosso modo un mois. Un mois, grosso modo, parce que les règlements veulent que ce soit ainsi. Donc je ne comprends pas cette précipitation à aller issue the writ of election, donner le sentiment que cette élection aura lieu, et manifestement, il n'y aura pas beaucoup de candidats, sauf l'Union Maurice qui, pour faire le buzz à mon sens, va mettre un candidat, mais je n'ai pas entendu les autres dire qu'il y a un empressement. L'opposition parlementaire ne va pas aller de l'avant, et je ne crois pas que peut-être le parti malin s'intéresserait éventuellement à cette élection. Mais ça relève, à mon avis, d'une grosse farce. Si ce n'est pas une farce, c'est tragique parce qu'on va dépenser pratiquement plus de 40 millions, 30 à 40 millions pour la tenue de cette élection et pour le salaire d'un élu qui va peut-être pas prêter serment, bon, forcément prêter serment, mais pour quelques semaines seulement. Donc je crois que c'est triste d'en arriver à là. Nous avons une situation similaire dans le numéro 7. Lakshmi Narayan quitte le gouvernement et on rentre après dans une élection générale en 2019 aussi. Oui, mais autre temps, autre mœurs, non? Là, on est arrivé vraiment à la limite de la dissolution de l'Assemblée nationale et pour la tenue des élections. Et voilà un peu la situation. Et c'est vraiment dommage que ce soit ainsi. Donc, nous avons aussi je pense, quelques temps avant, nous avons une élection partielle au numéro 18. Le gouvernement n'a pas participé. Ils avaient dit, ben ça c'est pour l'opposition, ben, ils ne sont pas venus. Là, c'est tout le contraire. Ce sont des blocs qu'on dit mainstream dans l'opposition qui ne font, mais je les comprends aussi. D'abord, ils vont dépenser combien d'argent? Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin, entre guillemets, je ne connais pas les fonds dont ils disposent, mais d'une manière générale, personne ne voudrait aller dépenser autant d'argent pour une élection qui ne va servir à rien, sauf si le MSM maintient la candidature de Vikram Dayal là-bas pour doper psychologiquement le moral des troupes pour les prochaines élections. Mais est-ce que moralement, un député qui a démissionné, qui s'est fait renvoyer, comme tu l'as dit, du cabinet ministériel quelques jours, et revient pour revenir député? Mais la Constitution le permet. La Constitution, mais moralement. Ouais, moralement c'est ça. Si on va parler de morale en politique, à Maurice, personne peut-être n'est éligible pour être candidat. Mais d'une manière générale, si la Constitution lui permet, à moins d'aller remettre en cause la Constitution. Ouais. Donc, pour toi, c'est quelque chose de normal? Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Bien qu'on puisse lui reprocher
d'avoir créé toute cette turbulence pour en arriver à là, pour qu'il redemande un mandat auprès de l'électorat qu'il avait abandonné il y a quelque temps de cela. On sait que le numéro 10 a vu la défaite du leader du Parti travailliste, on doit le dire. Ce serait une raison pour toi que le Parti travailliste, même ND, ne pose pas de candidat, au cas où ça aurait un effet psychologique quelques mois après. Ils ne veulent pas courir le risque aussi d'une défaite. C'est pas possible, non, non. Tactiquement, économiquement, financièrement, l'opposition n'a aucun intérêt, sauf que l'opposition extra-parlementaire, l'opposition n'a aucun intérêt à aller contester cette élection. Peut-être M. Nand de Boda, qui a besoin d'une légitimité, qui a besoin des projecteurs de l'actualité, va insister pour souhaiterait que cette élection ait lieu. Mais pour les autres, je ne vois pas Badin du Reform Party ne s'est pas précipité non plus, encore moins d'autres oppositions. Donc ce sera un match à 2 ou rigoureusement à 3. Puis les indépendants aussi. Alors les indépendants, il y aura certainement pléthore d'indépendants ou de faux indépendants, comme ça a été le cas. Qu'est-ce que ça veut dire faux indépendants? N'importe quel parti me dit, sois candidat. Après, on te batte pas. Oui, non, justement, pour avoir plus de facilité en termes d'agents sur le terrain, en termes d'agents à l'intérieur et dans la cour, etc. Mais est-ce que ça se faisait dans le passé, ce genre de truc-là, dans le passé? C'est-à-dire indépendant? Dans les années 70. Non, il y a toujours eu un indépendant. Dans le numéro 20, un indépendant. Le seul indépendant élu, je pense, c'est Robert Ray. Mais est-ce que dans le passé, dans les années 76, 82, par là, ça se faisait ce genre de truc, de mettre des noms similaires, un peu pareils? Oui, ça a eu lieu dans le passé, même de mettre des agents qui vont désister à la dernière minute aussi, juste pour semer la confusion dans les esprits. Comment tu vois un peu les extra-parlementaires, Finlay? Alors, les extra-parlementaires, c'est d'abord l'Union Maurice, de Nand de Boda, Reform Party de Badin, En avant Maurice de Patrick Bellecourt, Résistance et Alternative. Je ne compte pas les autres. Ce sont ces quatre-là qui ont défrayé quelque peu la chronique, qui ont été sous les projecteurs de l'actualité depuis quelque temps. Alors là, c'est intéressant. Il y a beaucoup de... Je vois Bellecourt, par exemple, il y a une certaine fraîcheur, parfois une certaine naïveté, de la manière dont il aborde pas les problèmes, la manière dont il... dans sa posture, par exemple. Mais on va y revenir. Mais en ce qui s'agit de Nand de Boda et de Badin, je ne crois pas que... Alors, je vais dire ça comme ça, c'est impensable que s'ils aillent séparément, que l'un de ces deux partis gagne les élections. À moins que je ne puisse plus lire la situation politique. Seul Badin ne gagnera pas les élections. Seul Boda ne gagnera pas les élections. On est d'accord là-dessus. Ce qu'ils vont faire, ça ils hurlent quand on dit ça, et ça va diviser les votes. Forcément. Sauf que moi, je ne crois pas que cette élection les intéresse. C'est pour la prochaine. Parce que toute une génération va être balayée, là, forcément. Que ce soit au sein du Parti travailliste, au sein du MMM. Les anciens seront obligés de partir. Ça va faire de la place. Et pour les nouveaux qui vont venir, le temps de se faire un nom, ils auront perdu du temps par rapport au temps que Badin et Boda auront bénéficié entre-temps, forcément. Donc je crois que c'est cette posture de Badin et de Boda, c'est pour les prochaines élections. 29, on va parler des élections en France tout à l'heure. C'est exactement ce qui se passe en France. On voit la posture de Édouard Philippe. Édouard Philippe se retrouve dans la même situation que Badin et Boda. Ni Ramgoolam, ni Pravin.
ni le Rassemblement national, ni le Front populaire. Bah, ça veut dire quoi? Est-ce que M. Édouard Philippe peut gagner les élections? Non. À moins que Badin et Boda se positionnent, ils vont aller bien évidemment séparément, en espérant de faire élire quelques députés, je ne sais pas où, je ne connais pas trop la situation dans beaucoup de circonscriptions, et éventuellement de peser l'eau dans une possible alliance post-électorale. Tout le monde a en mémoire de ce qui s'est passé en 1976. Il y a eu une lutte à trois, le Parti travailliste, le PMSD et le MMM. Le MMM gagne les élections avec une majorité de sièges, first past the post. Mais une coalition de la post-électorale permet au Parti travailliste et au PMSD d'accéder au pouvoir. Moralement, on peut y aller, mais la Constitution permet cette coalition, a permis cette coalition. Je vois Mme Le Pen en train de hurler, de pousser des cris d'orfraie, on va voler ma victoire. Mais on dirait que les autres partis qui sont en lice, n'ont pas le droit de faire une coalition derrière son dos et de gravir justement cette victoire. Parce que je vois les derniers sondages, là, hein, il semblerait que le Front populaire a déjà dépassé le Front national. Donc, pour revenir à la situation locale, il n'est pas exclu donc que Hénan de Boda et Rocher Badin se positionnent en attente pour prendre le tramway MSM après les élections. C'est-à-dire, celui qui aura le meilleur deal ira. Celui qui peut-être fera plus de sacrifices pour monter dans le train du gouvernement, c'est avec ça que peut-être Pravin Jagdan, si jamais le MSM n'a pas une majorité, bien évidemment. Mais quand ces deux partis-là, finalement, on dit ni Navin, ni Pravin sont des membres, bien son système. Tu les vois travailler ensemble, là, en coalition, parce que là, ça va être digne. Moi, j'arrête de dire que tout est possible. On a vu ce qui s'est passé en France. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer des dernières élections en France. Le soir même des résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. M. Ciotti, les Républicains, prend armes, bagages et trésorerie, passe au Rassemblement national. Le soir même, pire, Marion Maréchal Le Pen, qui était avec M. Éric Zemmour pour Reconquête, va négocier au nom de Reconquête une alliance, sauf qu'elle reste seule. Et M. Reconquête se retrouve orpheline de Marion Maréchal Le Pen. Éric Zemmour crie à la trahison avec raison. Donc, ne dis pas que ce n'est pas possible de faire des alliances après. On n'a qu'à voir l'alliance à gauche, ça c'est terrible. C'est un véritable panier à crabes, s'il faut le dire. On s'est retrouvé dans une situation pré-Macron. C'est-à-dire, on avait reproché à Macron d'avoir explosé tous les partis politiques, d'avoir créé un magma au centre, etc., contre la gauche et contre la droite, pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans la même situation. Mais quand on regarde un peu la très courte histoire, il y a une cassure au sein des parlementaires, de l'opposition parlementaire, PMSD passé, mais aussi à côté de Bader, on a moi aussi parlé de Patrick Bellecourt, et aussi ils se sont séparés. Mais c'est tellement insignifiant que cette opposition extra-parlementaire s'atomise. Là, je vois que 3 candidats de Badin sont partis, etc. Et je ne sais pas si c'est vrai. M. Badin a fait signer un affidavit
à ses futurs candidats leur réclamant 1 million s'ils quittent le... C'est pas légal, ça. Est-ce que c'est légal? J'ai envie de partir, mais vous allez me retenir parce que je vais avoir peur d'un million qui serait comme une épée de Damoclès sur ma tête. Donc on a une situation... Alors, tout est possible, en fin de compte, si jamais le MSM n'arrive pas à avoir une grosse majorité aux prochaines élections, donc capable de faire alliance avec soit Badin, soit avec Nando Boda. Que va faire le PMSD? Je crois que c'est la prochaine question. C'est incroyable, le PMSD. Il y a eu des signes depuis quelque temps, des signes avant-coureurs, d'abord d'un dégel, d'un climat plus ou moins détendu, encouragé par le leader de l'opposition d'alors lui-même, Xavier-Luc Duval, qui avait évité des pieds de cul trop clivants à l'époque. Voilà. Et puis l'attitude du speaker vis-à-vis de Xavier-Luc Duval, lui permettant de parler, de l'apostropher à l'Assemblée nationale. Pas les critiques, mais les remarques tout à fait élogieuses du Premier ministre lui-même envers le leader de l'opposition d'alors, qui aurait fait preuve de sagesse, etc. Donc, et pour arriver au discours du budget de Xavier-Luc Duval, à la limite, applaudi par l'ensemble de la majorité. Donc il y a des signes de cette manière-là. Et cette détente-là vient confirmer que tout n'allait pas si bien au sein de la grosse alliance de l'opposition, regroupant à l'époque le MMM, le Parti travailliste et le PMSD. On a buté sur quoi au sein de cette coalition? D'alors, sur le nombre de tickets. On lui a donné 8, il voulait 12. N'étant pas satisfait, etc. Et puis, tout ça soutenu par des palabres qu'on raconte, etc. Que Navin Ramoulam l'a dit de venir parce que j'avais foutu Béranger dehors. Éventuellement, reste à côté de moi. Il a envoyé Adrien Duval, son fils, négocier avec Ramoulam. Ça n'a pas marché. Et puis, on sait bien quelles sont les rumeurs qui circulent pour témoigner de la vulnérabilité, de la faiblesse du PMSD envers le gouvernement, la situation personnelle dans laquelle se trouve son fils après l'accident qui a eu lieu, etc., etc., entre autres. Il semblerait que Xavier-Luc Duval est allé négocier pour 12 tickets. Mais c'est pas acquis. On lui aurait dit oui, mais si vous étiez à la place du Premier ministre, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, j'aurais envoyé le PMSD en ville, aller se casser la pipe en ville, aller se faire harakiri en ville. Sauf que le PMSD est en train de demander maintenant des tickets pour les régions rurales, où il est, disons, plus sûr d'être élu avec le soutien du MSM, au numéro 12, au numéro 6 aussi, par exemple, et peut-être au numéro 14 aussi, éventuellement. Mais tout ça, c'est un magma dont on ne voit pas la fin, parce que Alan Ganou et Obigadou sont aux aguets. Comment satisfaire tout ce beau monde-là? Et même si le MSM donne des tickets au PMSD dans certaines villes, ben, que va-t-il faire avec Obigadou? Que va-t-il faire avec Ivan, par exemple? Même Ivan. Donc, manifestement, il y a un problème. Sauf que quand on est au pouvoir, on a les moyens de faire taire tout le monde pour l'instant. Alors que l'opposition cause. Quoique l'opposition a arrêté de causer aussi. Hein. Il n'y a plus de snipers qui font des remarques. Donc, tout ça va remonter à la surface tôt ou tard. Et moi, je crois qu'à la limite, parce que là, on parle de tickets, là. On parle de combines politiques, on parle de combines électorales, mais sur le fond maintenant. Sur le fond. Pourquoi le PMSD a quitté le gouvernement? Parce que, avec raison, et ça a été salué, parce que le MSM voulait faire main basse sur le bureau du DPP.
c'est-à-dire rendre le DPP un eunuque, carrément, sans pouvoir, etc., etc. Et le PMSD, avec raison, a dit « je claque la porte, je pars ». Mais ce problème perdure toujours avec le conflit qui oppose le DPP au commissaire de police. Alors, ne serait-ce que sur ce point précis, qu'est-ce que le PMSD va faire? Alors, succession, comme si Jupiter en fout ce qu'il veut perdre, comme on dit, une succession de scandales, mais énormes. Les voitures du commissaire de police. Écoute, on peut être partisan, mais on ne peut pas tolérer un truc pareil. Pas seulement le commissaire de police. Les voitures, maintenant, semble-t-il, il y aura un problème avec les voitures du directeur de la MBC. Il semblerait qu'il y ait un problème aussi au niveau de Airports of Mauritius concernant les voitures. Sans compter toutes les nominations qu'il y a eu. Moi, j'ai fait une petite liste de scandales. Cette liste n'est pas exhaustive naturellement. Et on se demande si le PMSD va avaler ces couleuvres-là. S'il accepte tout ça, que va-t-il dire à son électorat quand il ira, si jamais Xavier-Luc Duval a un ticket pour 4 bornes, ou si jamais Adrien Duval a un ticket pour le numéro 18, ou le numéro 4. Ou s'il n'a pas de ticket, comment on va justifier qu'il puisse être nommé attorney général éventuellement par la suite. Donc, sur le fond, à moins que, est-ce que vous avez le sentiment que Pravin Gordhan va dire, ben voilà, je vais accorder tout ça au PMSD, pour que le PMSD puisse prendre le crédit de ce nettoyage de caseaux de poule. Donc, se pose un problème politique aussi pour le MSM. Le MSM, tous ces députés sont en place, manifestement, ceux qui ont été éclaboussés par des scandales, par des rumeurs les plus persistantes, n'auront certainement pas d'investiture. Mais ce n'est pas dans le caseau de poule du PMSD que le MSM va aller chercher des candidats. Il a ses propres candidats. Et s'il soigne le 4 à 14, c'est de ce vivier-là qu'il va prendre ses prochains candidats. Des exemples des candidats qui pourraient être des frustrés qui n'ont pas eu des... Ben, ils vont partir. Comme cette dame qui a quitté le MMM au numéro 12. Elle a travaillé cette circonscription pendant des années, semble-t-il. Le MSM va être confronté au même problème. C'est pourquoi j'ai dit dans une émission, tout ça c'est anecdotique. Les départs qu'il y aura, les chantages qu'il y aura, tout ça c'est anecdotique parce que ceux frustrés, forcément, même légitimement, vont quitter pour aller faire du bruit, à la limite pour poser en indépendant. Sauf que tous les indépendants ne sont pas Jeremy Corbyn, qui a posé, comme vous le savez vous-même, sa candidature en indépendant, après qu'il a été foutu dehors par le Parti travailliste, par le Labour, a été élu. Et ça, depuis 80, il est dans cette circonscription-là. Il a été une figure de proue emblématique, symbolique, etc. Donc, mais quel indépendant qui va être élu dans une grosse circonscription? Zéro. Zéro, c'est à moins qu'on ait du fric à foutre par la fenêtre. Hein? Du fric dont on ne connaît pas l'origine, on peut se permettre de dépenser, de jeter ce fric-là par la fenêtre. Donc voilà un peu la situation dans laquelle se trouve le MSM. Au niveau de l'opposition, ça va être un peu, à la limite, pire. Parce que on a deux gros partis, justement. Et avec... Sauf que au MSM, Pravin Gordhan prend des décisions. Dans l'Alliance travailliste, non, tout est bloqué parce que on connaît la manière dont Navin Ramgoolam procède. Pourquoi doit-il se presser quand, le jour même du Nomination Day, il peut récuser une candidature et prendre une autre? On a vu ça aux dernières élections. Oui, antérieures aussi, 2014. On a vu ça, le drame
le psychodrame qui se joue habituellement, qui se jouait à l'époque au square Guy Grosemont. Costume anti-homme sur le revers de la veste, et puis ça se termine en drame, en pleurs. Le type, il a dépensé du fric pour acheter un costard neuf, reprend sa voiture pour aller annoncer à ses proches que, à défaut d'une circonscription, il s'est retrouvé déjà dans le Caro-Can avant même les élections. Donc le Parti travailliste fonctionne de cette manière-là. Et le problème, c'est que cela a des conséquences assez graves. Ça démobilise les agents sur le terrain, sème une confusion par rapport à qui sera candidat. Et plus on laisse pourrir la situation, laisser travailler quelqu'un, s'il est récusé à la fin, ben il va quitter, il va y aller, il va faire du désordre un peu. Et ce qui n'est pas très bon dans une campagne électorale. Je sais dans quelques circonscriptions, parce que Navin Ramgoolam est en train de prendre du temps, il a été toujours comme ça, incapable de prendre une décision vite. Alors, dans certaines circonstances, bien évidemment, cela vaut la peine de ne pas prendre une décision vite. Mais là, le travail est bloqué parce qu'il n'arrive pas à déterminer qui sera où. Et ça change de jour en jour. Et jetant la confusion, jetant le désarroi au sein de son électorat, et ce, dans plusieurs circonscriptions. Parce que lui-même, on ne sait pas où il va poser. Mais je pense qu'il sera triolé. Un peu un retour à la case maman. Oui, c'est bien que ce soit ainsi aussi, symboliquement. On a vu, il y a cette troisième fois ça, mais depuis une vingtaine d'années, on en parle. Pourquoi elle ne prend pas naissance? Ils ont eu tout le temps du monde de faire, de monter ça, alors que je vois, il y a une question d'ego peut-être. Il y a plus que ça. Bon, je pense à Pierre Dinan qui est décédé, et qui à l'époque, en 1976, je crois, voulait créer une troisième force, l'Action civique, avec Philo Blackburn, quelques cadres du secteur privé, voulaient créer une troisième force. On a vu à quel ils ont été ramassés. Or, cette troisième force, ça tarde à venir. Il est évident, c'est pas la faute des états-majors politiques, d'une part, incapables de se renouveler, de permettre aux jeunes de grimper dans la hiérarchie, à moins que ce soit leurs parents proches. Mais la faute à l'électorat aussi. L'électorat aime la bipolarisation. Alors, bipolarisation veut dire Jagannath ou Ramgoolam. Jagannath père, Jagannath Ramgoolam, Ramgoolam père, et maintenant les deux fils. Alors, il faudra attendre à ce que les deux meurent dans les années qui viennent pour qu'on puisse se retrouver sans une forme de dynastie et assister à cette troisième forme. C'est pourquoi je dis que la préoccupation de Nanda Boda et de Rocher Badin ne se limite pas à l'horizon 2024. Ils tentent le coup. Si on est élu, tant mieux. On va faire du bruit au sein de l'Assemblée nationale, pas au sein de la majorité gouvernementale, mais sur les travées de l'opposition. Et on va se préparer pendant les prochaines années à gagner les élections. Ce qui serait peut-être possible. Mais il y a tellement d'incertitudes. On n'a qu'à marcher dans la rue. On n'a qu'à aller dans une grande surface, dans une boutique. Les gens sont en train de hurler. Parce que le problème fondamental de ce pays est le pouvoir d'achat. Narendra Modi a gagné les élections, certes, mais a laissé des plumes parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat qui a été listé comme une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, sa performance a été médiocre cette fois-ci. La France, qu'est-ce qu'on entend? Pouvoir d'achat, sécurité, immigration. Pouvoir d'achat en première position. En Angleterre, pareil. Pouvoir d'achat, la santé. Le National Health Service c'est incroyable. Quand on voit les Anglais
surtout s'ils ont les moyens, contraints de prendre le train pour aller se faire soigner en Allemagne le matin et revenir l'après-midi, c'est le système de santé, hein, c'est un gros problème. Et le nouveau Premier ministre, Starmer, qu'est-ce qu'il a promis? Qu'au moins 20 000 Britanniques auront droit à l'hôpital en une semaine dorénavant. Donc il y avait sur un pays avec autant de millions d'habitants, il n'y avait même pas 20 000 personnes ayant une possibilité d'accès aux hôpitaux en Angleterre. Mais imaginons cette situation à l'île Maurice. Catastrophique. Une révolution, forcément. Donc le pouvoir d'achat va être énorme, va peser très très lourd. On n'a qu'à aller dans les supermarchés. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que le pouvoir d'achat, il y a l'usure du pouvoir du MSM, il y a toute cette série de scandales. Et puis les gens ont le sentiment vraiment que l'espace démocratique est en train de se rapetisser, est en train de se rétrécir comme une peau de chagrin. Dernier exemple en date, je ne sais pas comment le PMSD va réagir sur ce problème-là. J'espère qu'aussitôt il y a une conférence de presse, on lui pourra poser la question. Le speaker décide qu'on ne peut plus poser des questions concernant les collectivités locales, les élections municipales et autres, alors qu'il y a un ministre des collectivités locales. Mais donc ça veut dire qu'on n'a qu'à éliminer le ministre. Si le ministre, la présence d'un ministre des collectivités locales au sein du Parlement ne justifie pas des questions sur les collectivités locales, mais on n'a qu'à économiser le fric de ce ministre-là et le faire partir. Je trouve ça très très grave. Et puis toutes les pressions qui existent, c'est incroyable sur les membres de l'opposition. Tout le monde se plaint, bien évidemment. Les dernières récriminations en date concernent les nouveaux démocrates, avec Richard Duval. Tout d'un coup, on découvre qu'il y a des enquêtes sur lui parce qu'il a, semble-t-il, un appartement, je n'ai même pas suivi, à l'étranger, etc. Donc pendant tout ce temps-là, on n'avait rien découvert. Maintenant, aussitôt qu'il passe dans l'opposition, on découvre que, et il est évident aussi que l'opposition va être assez limitée dans ses choix. Aussitôt qu'un membre de l'opposition, que l'opposition va désigner un candidat, il y aura toute une enquête extraordinaire sur ce candidat-là. Et ça, je n'ai pas le sentiment que ça encourage les gens à venir faire de la politique. Parmi les premiers partis qui étaient dans cette troisième fois, ça, la résistance alternative, qui était bien à gauche de la gauche, c'était le MMM de la gauche. Maintenant, ils se sont assagis. Ils se sont assagis, ils sont partis voir les deux leaders du Parti travailliste. Et ils réclament 3 tickets. Ah ben oui, moi j'ai entendu 2, 3 c'est encore mieux. Ils réclament 3 tickets, dont une investiture à 4 bornes. Ça pose problème parce qu'il y a un MMM là et un travailliste. Les travaillistes veulent avoir deux investitures. Bon, c'est la quadrature du cercle. Donc ça va prendre du temps encore pour se... Alors, disons, c'est déjà avec un seul parti, comme le Parti travailliste. On arrive au Nation Day, alors que rien n'est sûr pour les uns et pour les autres. Imaginons la difficulté que cela représente d'être à 2 dans une coalition et aller trouver des candidats et les confirmer pour qu'ils puissent travailler. Et garder la stabilité du parti aussi. C'est pas évident. Mais on sait aussi, Finet, que plus le temps que ces partis-là sont ensemble, plus le risque de cassure se sont affirmés. On va voir Remake, on a vu vraiment la Parti travailliste avec PMSD. Plus ça prend du temps, plus le mariage est long, plus... Oui, c'est sûr, il y a tellement de macadam. Et ça ne se poserait pas uniquement pour l'opposition. Il sera de même aussi pour le MSM, le PMSD, Alan Ganou la plateforme, et l'unité militant. Il y aura tous ces problèmes. Tout ça va remonter à la surface, obligé de monter à la surface à la dernière minute. Mais pour le moment,
j'avais posé la question à ces deux leaders de l'unité militante, ils étaient en train de sourire, ils disaient, on n'a pas encore commencé les négociations. Ils font rire, ils font rire. Alors on ne voit pas de gaieté de cœur, si j'étais au Bigadou, de gaieté de cœur que Duval va venir me remplacer. Si j'étais pas d'Ayachi, si on a promis à Duval, à Xavier Duval, les finances, vous imaginez un peu les dégâts. Moi, j'imagine la pagaille qu'on aurait vécue à l'île Maurice si, comme en France, on avait eu une semaine pour trouver 522 candidats. Imaginons la pagaille. Déjà 60, c'est difficile ici à Maurice. Déjà 60, c'est presque mission impossible. Bon, le PMSD pourra se contenter aussi, semble-t-il, de 2 candidats ou un à Rodrigue. C'est ce qu'on a dit. Mais, moi cette question-là. On sait que depuis beaucoup d'années, Rodrigue était au Rodrigue. Hein. Je pense que tu étais dans le MMM. MMM avait dit, bon, Rodrigue, ça c'est pour les Rodrigue. C'est pas notre problème. Non, c'est pas le problème. Il y avait la naissance de l'OPR qui était là-bas. OPR, PMSD. Est-ce que c'est bon un parti mauricien d'être... Non, il faut faire attention. Le PMSD ne va pas mettre un candidat mauricien. Ouais, ce sera un candidat rodriguais. Mais PMSD, on peut appeler ça une affiliation, mais ce sera un rodriguais qui sera... Comme il y a deux éléments PMSD au sein de l'opposition à l'Assemblée régionale de Rodrigue. Donc, ça ne devrait pas poser de problème, à moins de chipoter, dire le nom même, c'est une colonisation nouvelle, etc. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne pas outre mesure, disons. Pour les électeurs, qu'est-ce qu'on doit... Je sais que tu animes beaucoup d'émissions de radio, on va pas dire non, on va revenir tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on doit suivre? Palabres, rumeurs, certains disent, programme. Où est le programme? Il est évident que le programme est tout à fait accessoire. C'est-à-dire que l'électeur lambda ou le lecteur moyen, soit il est MSM, soit il est en opposition. C'est ce groupe indécis de plus de 30% d'indécis qu'il faudrait convertir, qu'il faudrait convaincre. S'il est indécis, c'est-à-dire qu'il réfléchit déjà. Ce n'est pas du fanatisme aveugle des deux côtés qui va permettre à l'électeur de voter MSM ou de voter soit MMM travailliste. Celui qui est indécis, semble-t-il, pourquoi il est indécis? Parce qu'il réfléchit. Parce qu'il en a tellement avalé des couleuvres depuis quelques années, à plusieurs élections, qu'il se dit maintenant je dois faire attention, c'est pas normal, cette dynastie, les promesses qu'on fait, est-ce que je vais me contenter uniquement de ce que je vais toucher pour la fin du mois de décembre, augmentation de pension de vieillesse et autres, plus 13e mois et peut-être une éventualité du 14e mois? Il réfléchit. Et quand il réfléchit, alors ce qui est terrible aussi, et c'est là où l'erreur qui est commise par les différents partis politiques, croyant qu'il faut s'adresser aux convertis. Quand on fait un congrès sous une tente dans une région précise, qui va venir à ça? Les partisans, les sympathisants. Bon, ça frappe l'imagination. Il faut faire un congrès par mois, pas plus tous ces congrès qu'on va faire à gauche, à droite, etc. C'est une perte de temps, une perte d'argent. Et on n'arrive pas à convaincre. On hurle devant le micro en estimant que les décibels sont un moyen pour convaincre les gens. On passe complètement à côté. Ce qui est efficace n'empêche. Et c'est là que beaucoup des adversaires du MSM font cette erreur. Ils ne regardent pas le 19h30. Là, tu le dis souvent, ça. C'est là qu'on comprend toute la stratégie, entre parenthèses, machiavélique qui est mise en place pour que le MSM non seulement consolide son socle électoral, mais arrive aussi à l'élargir. Si on ne regarde pas la MBC, c'est foutu. Là, depuis janvier, c'est des meetings tous les soirs.
Hier, j'étais un peu frustré, il n'y avait pas de meeting hier soir, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas entendu Pravin Jagdot hier, peut-être parce que je regardais LCI pour les élections en France. Mais d'une manière générale, tous les soirs, il y a un meeting. Tous les soirs, il y a un meeting. Mais devant nous, Finlay, il y a les 80 propositions du Front Party de Badin. Il y a l'Union Maurice qui a déjà, depuis quelques années, mis en point de ça. Nous avons les 20 propositions du Parti travailliste. Il y a plusieurs mesures qui sont très, très valables quand on fait un mixage de ces propositions-là. Je ne sais pas qui a dit, bon, 2 mandats seulement. Ça fait longtemps, ça fait 5 ans qu'on entend ça. Réforme électorale. 76. 6e République. Je trouve tout ça correct. Bon, maintenant, quand on parle des mesures sociales, on peut chipoter comment on va financer tout ça. C'est exactement ce qu'on est en train de dire en France. La dette, c'est pas important. La dette publique, on s'en fout. Les petits-enfants paieront éventuellement un de ces jours. Bon, il est évident que la France va avoir un gros sérieux problème avec l'Union européenne qui leur tape un peu sur les doigts à cause de leur dette. Ici, les clignotants sont, sur le plan international, au vert pour nous. Mais tôt ou tard, il faudra que cet argent rentre dans la caisse. Tout ce que nous sommes en train de dépenser. Je n'exclus pas dans quelques années, ou tout de suite après les élections, une augmentation de la TVA. Alors qu'on a proposé une baisse de cette TVA. Il n'a qu'à maintenir, ne pas baisser le prix des produits pétroliers, même si sur le plan international, on note une baisse considérable, c'est que cet argent-là est en train de rentrer. Et puis il y a des pays amis qui vont éponger nos dettes, qui vont les effacer. On prête, disons, à l'Inde d'effacer notre ardoise. Ça sera quelques milliards quand même, de toute manière. Donc voilà à peu près, grosso modo, c'est dans cette situation-là qu'on va se retrouver. On va parler un peu de notre corps de métier, si tu me permets. Quel sera notre rôle en tant que journaliste? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans tout ça? Les petites histoires à droite, à gauche, ou bien les fondamentaux? Je crois que il est bon de se poser la question alors qu'on enclenche une campagne électorale assez longue, qui ne sera pas de tout repos, qui va être en fin de compte violente, exactement comme ça se passe en France, dont la petite Mauricienne, d'ailleurs la ressortissante mauricienne, a été agressée alors qu'elle collait les affiches. Je crois que l'affiche que de Bachacha là, c'est une violence. Donc, quel va être notre rôle? Il n'y a pas un nouveau rôle. On n'a qu'à laisser les faux journalistes sur Facebook, les journalistes autoproclamés, ceux qui se disent journalistes citoyens, de faire preuve de toutes les dérives possibles qui ne semblent pas choquer tout le monde. Moi, je lis tous les matins, régulièrement à midi et le soir, ce que Facebook nous raconte. Mais à la limite, moi, je suis contre la censure. Je me demande si on ne devrait pas interdire ce genre de propos. Les propos les plus diffamatoires, les nouvelles les plus fausses, volontairement publiées, volontairement ou involontairement, qui ne sont jamais contre-vérifiées. Ça, c'est du mauvais journalisme. Comment on peut qualifier ça? Du journalisme de bas étage, du journalisme instinctif, des journalistes palables, qui n'ont... ce journalisme n'a rien à faire avec notre métier. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pas donner une leçon. J'ai arrêté de donner des leçons de journalisme. D'assumer mon rôle de journaliste en étant équilibré. De dire ce qui ne va pas ici, de dire ce qui ne va pas là-bas. De dire ce qui va bien ici, de dire ce qui va bien de l'autre côté. C'est-à-dire quand on fait un journalisme pareil, quand on donne une opinion se reposant sur des faits, on est tranquille, on est inattaquable. Mais quand on donne une opinion qui ne se repose sur rien, mais qui procède que du fanatisme aveugle,
politique, là, manifestement, on a un problème. Donc, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne beaucoup de journalistes sérieux qu'on connaît bien, qui ont leur carte de presse, on a toujours pratiqué, on a couvert des élections depuis 76, d'autres avant, depuis 68. Il y a certains qui sont encore là. Et on couvrira certainement d'autres élections dans les 5 ans à venir. On sait comment couvrir une élection. Comment ne pas céder à l'hystérie du moment. Comment ne pas céder au bruit, à la fureur de la campagne électorale. Alors, je crois que la question que vous me posez vient du fait qu'on a vu des journalistes avec leur micro totalement hystériques, courant après des hommes politiques, posant des questions les plus provocatrices, bêtement, uniquement pour avoir une réaction. Moi, je crois que ce qu'on avait fait, ce que certains ont fait avec Sir Anirudh Jugnauth au déclin de sa vie, était totalement inacceptable. On ne provoque pas un vieil homme de cette manière-là. Et quand quelqu'un au MSM m'a dit « Qu'est-ce que j'aurais fait, moi ?» C'était simple, dire à Anirudh Jugnauth de ne pas répondre aux questions quand on lui met un micro sous le nez, d'inviter les journalistes dans son bureau, derrière une table. Là, il n'y a pas d'hystérie. Là, il contrôle la situation, il peut dominer la situation. Mais au moment où il rentre dans la voiture, on lui dit Mais ils aiment ça aussi. Ils aiment ça aussi. Et avant, même qu'on voit le Premier ministre, que les ministres aussi, ils aiment ça d'être à la une, d'avoir des journalistes, de pouvoir tirer des pics à droite ou à gauche. J'aurais refusé de répondre aux questions dans de telles conditions et de telles... J'aurais dit, passez à mon bureau où je fais une conférence de presse, et puis pas 50 couillons me posant 50 questions au même moment. Il faut un peu de discipline. Alors, on a vu des journalistes hystériques. Ça, c'est pas nous, c'est pas notre métier, ça. Notre métier, c'est de garder un calme olympien dans toutes les situations. Et c'est ce qu'on a appris, nous. Oui. Pour qu'on puisse garder une distance par rapport à l'événement qui se joue. Si nous-mêmes, nous allons mettre l'huile sur le feu, si nous-mêmes, nous allons allumer notre briquet sur une station d'essence, ce ne sont pas les pratiques de notre métier. Et je crois que le Media Trust fait un bon travail en ce moment avec des cours dans ce sens-là. Quel serait le conseil que tu donnerais à ces pseudos, peut-être quelqu'un qui va rentrer dans une rédaction en plein? On sait que dans les stations radio, il n'y a pas trop beaucoup de monde, 3 circonscriptions, 4 circonscriptions. Il y aura des jeunes qui vont venir, bon, ils vont être dans l'ambiance. Le problème, c'est qu'un jeune va venir, il n'aura même pas le temps d'une formation, on va l'envoyer sur le terrain, et dont il ne connaît pas les contours, dont il ne connaît absolument rien. Sauf que, moi je vois ça avec beaucoup de jeunes journalistes, on ne peut pas les former, parce qu'ils savent. Ils croient qu'avec Google, on a appris le métier. C'est ça qui est terrible. On n'a même pas le temps de dire aux journalistes qui vont couvrir une conférence de presse quels sont les paramètres. Alors, si c'est une conférence de presse de Usnu, qu'est-ce qu'il faut lui demander? Si c'est une conférence de presse de Jagat Pal, ou de Padayachi, ou du Premier ministre lui-même, quels sont les sujets névralgiques sur lesquels il faudra venir, mais avec élégance, politesse et déférence. Moi, j'ai écouté le ton de certains journalistes, la manière dont ils posent les questions. Si j'étais un ministre, je refusais de répondre sur ce ton-là. Je dis, écoute, où était la maman? Ça me tu répondre de la même manière, et peut-être un peu plus brutalement. Justement, à ces journalistes-là qui vont être confrontés à des hommes politiques qui sont demain des ministres. Et après, ils auront la possibilité, le ministre, de dire, bon, tu as été avec moi pendant 3 mois dans telle circonscription, ben, viens avec moi, tu vas venir mon advisor dans Information Matters. Qu'est-ce que tu vas dire à ces journalistes? C'est triste de dire un journaliste qui touche 20 000, 22 000 roupies, 25 000 roupies, ou whatever. Il est en train de trimer,
Soit il a ses parents sur le dos, soit il a sa femme, un bébé, etc. Ou des projets aussi. Ou des projets. Mais il va toucher 60 000 roupies comme advisor, ou 100 000, ou peut-être même un peu plus. Je ne veux pas lui jeter la pierre. Non, c'est une question de survie. Mais si on veut faire ce métier-là, on ne se met pas sous la tutelle d'un homme politique déjà en campagne électorale. À moins qu'on veuille devenir attaché de presse ou advisor. Mais, disons, un directeur pourrait-il changer, disons, faire un genre de rotation, que la même personne ne soit pas derrière le même parti politique? Quand j'étais rédacteur en chef et directeur de 5+, c'est ce que je faisais. Alors que j'avais aucune raison de le faire parce que les journalistes étaient autrement à l'époque. Mais je faisais ça pour qu'il n'y ait pas une accoutumance, une habitude, pour éviter le copinage, bien qu'on peut garder des relations très amicales avec des hommes politiques. Je donnais l'exemple moi-même d'être très bien, d'avoir été dans un cocktail un jeudi avec ministres et autres, et dans un éditorial de 5+, que je l'enflammais, etc. Donc c'est ça, il faut toujours garder cette distance hygiénique avec la classe politique, tout en étant bien. C'est pas mauvais d'être ami avec un homme politique. Donc aussi le rôle de la presse, ce sera d'organiser, tu travailles dans une radio, d'organiser des débats. Maintenant, est-ce que déjà on va tester là dans quelques jours avec les... Sûrement tu vas recevoir les candidats, je ne sais pas si... Certainement. Mais est-ce que tu vas... Quand je regarde un peu, la question se pose. C'est un one-to-one, c'est un two-to-one avec ta collaboratrice. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas la confrontation. Mais comment mais s'ils ne veulent pas, qu'ils aillent à MBC, hein, tant pis. Ils ne veulent pas. Et à la limite, ils n'ont pas besoin de la radio. S'ils ont la MBC, pourquoi avoir besoin de la radio? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de débat such vraiment. Même sur les radios concurrentes, il n'y en a presque plus. On prend les seconds couteaux, on ne prend pas les têtes d'affiche, là. On prend les seconds couteaux pour venir débattre. Alors, pour résultat, souvent, comme cela a été le cas, moi je n'ai rien à faire, je le dis, comme ça a été le cas dans un débat que j'ai écouté pendant 5 minutes sur Top FM, avec des hurlements. J'aurais coupé le micro tout de suite. C'est pas normal. Un débat s'organise. On cause avec les protagonistes pour leur dire, écoutez, comme Darius Rochebain le fait pour LCI, écoutez, il faut respecter, crier, c'est pas la peine, on va pas vous entendre. Mais quand tu as déterminé ces règles-là, tout le monde les obéit et c'est un win-win situation. Ou quand on a quelqu'un en face de soi, alors là c'est un autre problème. C'est toujours par rapport à ces pseudo-journalistes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Eux, ils ont une conception tout à fait inédite de notre métier. C'est-à-dire que quand tu as en face de toi quelqu'un, il faut le détruire, le démolir, le dézinguer, comme on dit. Que c'est pas ça. Pourquoi on invite quelqu'un? On invite quelqu'un sur le plateau, s'il a un programme, de faire connaître son programme. S'il est dans une situation politique, d'expliquer comment il se retrouve, lui, dans une situation politique pareille. Et quand on lui a posé une question une fois, il ne répond pas. On pose la question 2 fois, il ne répond pas. On pose la question 3 fois, l'auditeur lui-même va tirer ses conclusions. C'est ce qu'on fait, c'est ce que les journalistes français font sur les plateaux pour les débats. 1, 2 fois, 3 fois, vous ne voulez pas répondre, le téléspectateur tirera ses propres conclusions. Donc, là aussi, c'est le ton qu'on imprime à l'émission. Chez nous, pas de hurlement. C'est une conversation. D'ailleurs, on offre une tasse de thé ou de café à notre invité et on a commencé à discuter les grands thèmes sur lesquels on va causer. Et quand on allume le micro, la conversation se poursuit. Bon, il y a quelques tensions, certainement, la manière dont, mais c'est vite éteint, cette tension-là. C'est pour qu'on n'encourage pas une montée en décibels jusqu'à la fin de l'émission. Donc, si le type se retrouve dans une situation,
comme si j'ai demain Zabélec Duval, je lui dis tout ce que j'ai dit là. S'il ne veut pas répondre, ben, sur Facebook, il prendra sa raclée avec les électeurs. Et puis son programme, je crois que c'est important. Et c'est ça ce que nous avons donné l'occasion à tous ceux que nous avons invités jusqu'à maintenant, de parler de leur programme aussi. Même s'ils n'arrivent pas à chiffrer, etc. Ils te disent, ben, le rapport de l'audit a dit ça, il y a eu telle dépense inutile, on peut récupérer ça ici. Avec raison. Mais il est évident que ça ne va pas suffire. Donc, il y aura aussi la question des émissions téléphoniques, c'est-à-dire que, comme polémique. Oui, plus aucun mais problème. Est-ce que l'AIBA ne va pas mettre encore une petite loi? On sait que maintenant, pour les discussions, il faut balancer, il faut avoir à droite et à gauche. Alors moi, je crois que, bien sûr, il faut balancer. On nous apprend quelque chose de nouveau, là. Bien sûr, il faut balancer, bien, il faut équilibrer une émission ou une grille de programme. Comme ils le font en France, on va dire. Par exemple, le Front National était en retard. Ils ont dû combler le retard du Front National sur LCI. Et ben, il faut faire attention. Je ne ferai pas plus attention à ce que je le fais maintenant par rapport à nos auditeurs. Je leur dis, si vous ne voulez, si c'est pour exprimer un fanatisme exacerbé, faire des allégations, faire des insinuations qui relèveraient de la diffamation, allez faire ça sur une autre radio. Il y a tellement de radios pro-gouvernementaux ou anti-pro-gouvernementales ou anti-gouvernement. Allez faire ça là-bas, pas non polémique. Cette polémique est... D'ailleurs, ceux qui téléphonent, même si on connaît leur adhésion, leur bord politique, ils le font avec beaucoup d'élégance, beaucoup de respect pour les... Là, ils se connaissent entre eux tellement, ils sont engueulés pendant des années et des années. Ils se connaissent, donc ils font un peu attention. Et moi, une fois, je leur avais invité, je crois que c'était pour l'anniversaire de Radio One, tout le monde sur le plateau. Bah, ça a été extraordinaire. Donc quand ils se connaissent, il y a moins d'hostilité, moins d'aigreur, etc. Donc, celui qui anime une émission politique doit faire attention. Là, surtout un peu plus attention, parce que il faut faire attention aux lettres anonymes, aux appels téléphoniques. Là, Dan Maraille, je crois, en a fait les frais cette semaine encore. N'importe qui balance une lettre, donc à la Financial Crime Commission, et il y a des enquêtes. Le temps qu'on aille faire des conférences de presse pour rectifier, le mal est fait. On a été éclaboussé dans son honneur et dans son intégrité. Est-ce que Finesalis a déjà préparé le plan? Je retourne un petit coup sur le numéro 10, le plan. Comment vous allez gérer ces candidats-là? Alors, moi, une petite rectification. Je ne suis qu'un collaborateur. Non, mais un collaborateur... Je ne prends pas de décision. Non, le collaborateur ne prend pas de décision. Pour l'émission de Émilie, la question se pose, on se téléphone. Elle dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis, non, on peut prendre cet angle-là, etc. Voilà. Je suis dans une posture de collaboration, pas une posture de décision. Si on prend une décision qui ne m'intéresse pas ou qui me heurte mes convictions ou mes sensibilités, je dis, sans moi. Mais il faut là passer par là. C'est une actualité qui sera chaude tous les jours, toutes les semaines. Tu ne pourras pas donner... Et le gouvernement, un représentant du gouvernement qui va venir après l'Union Maurice et dire on ne lui a pas donné le même de toute manière, forum. Moi, on n'a pas ce genre de problème. C'est-à-dire que depuis que je fais polémique, depuis que j'ai quitté pris ma retraite, depuis que je me suis mis en situation de pré-retraite, j'ai continué les émissions politiques. Jamais j'ai eu une pression quelconque. Jamais. Jamais. Et jamais on m'a dit, comment tu as pu les faire passer ça dans polémique? Non, jamais. Parce que, avec l'expérience que j'ai, 20 ans d'émissions politiques à la radio, plus 50 ans de presse derrière, il est évident que je sais quels sont les paramètres à respecter, quelles sont les frontières à ne pas transgresser.
Mais justement, ces partis dits extra-parlementaires se plaignent que les radios ne soient pas là, alors que la... Ben, on les invite. Certains, on a... Non, on les invite. Résistance alternative, on l'invite. Bouddha est venu. Reform Party est déjà venu. Reform Party est venu plusieurs fois avant le départ de la rédactrice en chef. Et tout récemment, là, on a eu Bellecour. Résistance est venue. Donc, tout le monde se retrouve. Madame Delou est venue. Même si j'étais un peu frileux concernant sa présence, parce que il va faire quoi, Madame Delou, là? Il a un parti, mais qui est un parti, une coquille vide, on dirait. Oui, une coquille vide. Madame Delou fait des meetings, fait des réunions. Il va grimper dans un wagon. Selon mes renseignements, ils sont en train de ils sont sur le terrain. Mais oui, mais c'est pour essayer d'avoir un moyen de convaincre un autre parti de les prendre forcément. C'est ce qui va se passer. Tout à l'heure, une dernière question. Tu as évoqué la situation en France, en Angleterre. On va prendre l'Angleterre. Victoire du Labour. C'était prévisible. C'est un raz-de-marée. Ils ont eu une majorité absolue. 410. Oui, 410. Attends, je vais voir ça, les chiffres. C'est bon de donner des chiffres parce que c'est incroyable ce raz-de-marée. 412, ils ont eu, 412. Donc, contre 121, les conservateurs. Bon, les conservateurs, ils l'ont cherché. D'abord, cette succession de premiers ministres dont on n'oublie même pas dont on ne retient même pas les noms parce qu'ils sont passés trop vite. Boris Johnson, peut-être, Boris Johnson, parce qu'il a été le fossoyeur de l'Union européenne, un peu, dans le sens avec son Brexit. Que maintenant, 60% de Britanniques récusent. Sauf que le Premier ministre a dit non, on ne va pas remettre en cause ce qui a été décidé. Mais d'une manière générale, voilà un peu la situation. Quand on ne fait pas attention, quand on agit en toute impunité, faire des fêtes pendant la Covid, ça a dû jouer aussi, ça a dû jouer. Faire des fêtes 10 Downing Street par derrière, je suis allé là-bas. C'est incroyable. Tout ça, c'est une accumulation. Et surtout le pouvoir d'achat des Britanniques et le service santé, c'est deux trucs névralgiques. Donc, 14 ans de conservatisme balayés en un. Et dans un silence terrible. Pas comme en France. C'est terrible en France. Mais là-bas, j'ai déjà accompagné mon frère pour un vote un jour. On est allé après, aux environs de 20 heures. Il y avait one polling agent et un policier. Extraordinaire. Justement, on parle de cette situation, il y a beaucoup de tractations, les partis politiques, à droite, à gauche, au milieu extra-parlementaire, qui veulent le dépouillement le même jour, alors qu'on voit que ça fonctionne. Il est évident qu'on souhaite tous que le dépouillement se fasse tout de suite le soir. Mais il y a des problèmes pratiques. Les fonctionnaires, c'est terrible. Il faut doubler le nombre, ce qui n'est pas évident. Parce qu'on ne peut pas prendre un fonctionnaire qui s'est réveillé à 4 heures du matin et qui va travailler jusqu'à 2 heures, 3 heures. Le risque d'erreur. C'est pas possible, les risques d'erreur. Non. Tant qu'on aura, c'est trop tôt. Quelqu'un a dit, on va travailler là-dessus pour les prochaines élections. Pas pour celle-là. Là, c'est trop compliqué pour l'instant. Je ne sais pas si tu as vu le discours, écouté le discours du Premier ministre sortant anglais. Il a été très calme, il a accepté la défaite. Il n'a pas dit mordaille, élection coquin, il n'y a pas c'est eu britannique, tout ça. Ça. Même si M. Sunak est d'origine indienne, c'est un Britannique. On oublie ça. Parce que avec M. Sunak d'origine indienne, Pravin Jagnat d'origine indienne, les relations étaient plus correctes. Il nous a rendu Diego entre-temps. Et ça venait encore plus difficile. Mais bien sûr. Donc, même là, disons, le post-travail serait peut-être une disposition plus bienveillante envers l'île Maurice, parce que travail, etc., etc. Mais pas à cause de l'avenir Boulam, mais aussi à cause de... Mais est-ce que cette victoire du Labour en Angleterre pourrait donner du sang
au Parti travailliste mauricien, disent bon, ça s'est fait ici. Mais d'ailleurs. Ça s'est fait ici. On est là. La France, c'est tout un chamboulement. Ben, quelqu'un a posté des photos de Ramgoolam avec le Premier ministre britannique, qu'il avait reçu à l'époque, alors qu'il était au Labour. Parce qu'il est arrivé à la tête de Labour en 2020. Donc Ramgoolam l'a déjà rencontré. Ben, c'est comme moi. Alors il ne faut pas se faire d'illusions dans ce genre de situation. Que dit l'opposition sur M. Modi en Inde? On le crache dessus, forcément. Etc. Il sème la division, il met les gens en prison, la démocratie est en danger avec lui, le pouvoir d'achat il n'a pas pu régler, sa politique étrangère, il faut faire attention. J'ai vu quelques éléments du Parti travailliste, proche de Ramgoolam, aller là-bas, faire l'éloge de M. Modi sur Facebook. J'ai trouvé ça un peu culotté, non? Donc ça ne va rien changer. Ramgoolam va devenir Premier ministre si jamais il gagne les élections. Je suis prêt à parier ma tête que jamais il va rendre public les dispositions concernant Agaliga. Non, est-ce qu'on le voit dire, ben voilà, The Table the Papers, fait rigoler. Comme cette proposition, par exemple, ça m'a fait rigoler aussi, qu'il faudra décider pour les postes constitutionnels, il faudra un comité. Ramgoolam va laisser quelqu'un choisir le commissaire de police ou le directeur de la MBC. Arrête de badiner. Donc, aussi, aux États-Unis, c'est-à-dire c'est trois pays partenaires très importants. On passe sur un retour de Donald Trump aussi. Et est-ce que ça va influer encore une fois sur le dossier Chagos qu'on vient d'évoquer? Non, ça ne va rien changer. Que ce soit un démocrate, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit quand comment ça s'appelle? Obama est venu. Nation, ça. Oh, allez vous faire voir. Il a fait Guantanamo. Il n'a pas pu démanteler Guantanamo. Il ne va pas démanteler la base américaine à Diego Garcia. Non, il y a la continuité de l'État. Le Parti travailliste en Angleterre va continuer à rester sur la position. Comme Trump ou Biden, ça ne va rien changer. Biden, je crois qu'il est sur la pente là. Il y aura une convention, je crois, pour la première semaine d'août. Il est possible qu'on se débarrasse de lui. Grand bien. Parce que là, sinon, Trump va vers une victoire, forcément. Donc, ça ne change rien. Si on croit que parce que nous avons des relations privilégiées avec Modi, nous avons pris des relations privilégiées avec le nouveau ministre, le Premier ministre britannique, ça va changer quoi que ce soit dans le dossier de l'océan Indien ou de la géopolitique. Rien. Ça ne va rien changer parce que cela relève des intérêts personnels de chaque pays. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts à sauvegarder. Comme on avait dit, Macron va arriver, il y avait des jeunes loups du MSM qu'il avait rencontrés, qu'il avait suivis à la Réunion, etc. Qu'est-ce qu'on a gagné en plus? Absolument rien. Dernière question, à quel genre de campagne que tu t'attends? Violente. Violente, le mot est dit. Alors ça, c'est bon que tu me poses la question. J'ai été ahuri depuis ces dernières années de la brutalité des propos, d'un ensauvagement du langage, de la démonstration désinhibée de la violence verbale au Parlement. C'est le député voyou, le speaker voyou qui a donné le ton pour enflammer l'hémicycle à chaque fois.
ce qui lui a permis d'expulser à tour de bras et de censurer en toute impunité. J'ai vu que Ariane Navarro a été expulsée. Alors, même si on est pro-MSM profondément, est-ce qu'on peut cautionner une telle attitude, à moins d'être un aveugle, fanatique, etc. Ça, il n'y a aucune discussion possible. Donc, il y a une telle brutalité. Et il est évident que cette violence qu'on voit à la télévision, parce que c'est en direct, dégouline dans la population. Allez, je peux rouler sur l'autoroute, jamais je vais klaxonner. Pourquoi? Parce que j'ai peur que quelqu'un descende avec un sabre. Et c'est ce qui se passe. On a vu là, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Une dame assise demandant au contrôleur, ferme la porte, ou pas qu'à rouler la porte ouverte. Je ne sais pas si vous avez vu. Le chauffeur se met debout et avec une telle violence. Mais j'avais cru que c'était le speaker qui était là. C'est incroyable cette violence-là. Alors en plus, cette dame était en compagnie d'une amie. Ils allaient faire une dialyse parce qu'elle est atteinte de cancer. Voilà dans quelle situation on se retrouve. Il n'y a pas de débat, il y a des hurlements. On ne peut pas, dans le calme, échanger parce que les échanges sont noyés par des vociférations, par des hurlements. Tant mieux, parce que si vous n'avez pas d'argument à opposer, il vaut bien hurler pour gagner les élections. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que nous sommes non seulement en situation de violence qui peut enflammer à n'importe quel moment. On a vu là sur les réseaux sociaux comment des voleurs, des malfrats sont passés à tabac. C'est illégal, on a poussé quelqu'un du toit d'une maison. Alors, pourquoi pas des meurtres en direct? Pourquoi pas torturer en direct? D'ailleurs, la police torture en direct, on a vu de toute manière. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. Et maintenant, vous allez me dire que cette campagne électorale va se passer dans le calme et dans des conditions civilisées. Moi, je plains les journalistes qui vont être sur le terrain. Finis Alès, merci beaucoup. Bonne campagne. Bonne campagne.